tous, merci de vous joindre à nous dans Vision. L'Algérie importe encore une très large part de sa consommation et pratiquement la totalité de ses moyens de production. Toutes les stratégies de relance effective de notre économie ont jusqu'ici buté sur le principe de satisfaction de la consommation nationale. Comment opérer ce virage de la croissance sans toucher aux équilibres microéconomiques particulièrement fortement fragilisés, notamment par la pandémie récente de Covid? Le secteur de l'industrie ne contribue que très faiblement à la croissance du PIB, avec moins de 6%, et en grande partie grâce aux industries agroalimentaires. Les autorités tentent d'initier une nouvelle approche industrielle avec des outils de gestion économique modernes et un plan de relance basé sur des vecteurs tels que les mines, les industries pharmaceutiques, comme étant des secteurs à forte valeur ajoutée, sans oublier les petites industries portées par les PME. On en parle avec notre invité ce soir, qui est M. Abdelaziz Gund, directeur général du développement de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, actualité oblige. On va commencer par la dernière décision prise en Conseil des ministres relative au lancement d'une véritable industrie, et là je cite le communiqué du Conseil des ministres, une véritable industrie automobile en Algérie dans les plus brefs délai. Vous avez vous-même parlé de négociations avancées avec certains constructeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous en dire un peu plus, oui. Ces négociations ont pour finalité d'arriver à des accords pour justement convaincre des constructeurs de renommée mondiale à s'installer en Algérie et asseoir une véritable industrie automobile, donc qui répondrait aux besoins du marché national. Et pourquoi pas, donc il servirait quand même comme filière qui pourrait être donc un moyen pour doper un peu les exportations nationales. Et par là même, vous avez cité donc la participation de l'industrie à un taux faible donc au PIB, donc ça serait aussi un moyen d'augmenter un peu la marge de l'industrie dans ce PIB. Donc jusque-là, des expériences ont été, comme vous l'avez constaté, donc ces dernières années ont été tentées, donc plusieurs expériences pour justement créer cette industrie automobile. Bon, je crois que là, on est face à un petit constat d'échec. On a appris la leçon, on essaye justement d'éviter les erreurs du passé et de concevoir donc une feuille de route pour cette filière qui serait la plus réalisable possible et la plus infaillible possible. En janvier de l'année en cours, on a parlé de 6 projets, 6 constructeurs qui ont souscrit à ce projet donc de relance de l'industrie automobile en Algérie. Il y a un certain nombre, donc il ne faut pas focaliser sur 6 parce que c'est vrai que dans l'industrie automobile, il n'y a pas que le véhicule de tourisme, il y a plusieurs types de véhicules et du coup donc l'objectif est de satisfaire un peu les besoins dans tous ces types de véhicules et créer cette... Mais le cahier de charge concernant les véhicules touristiques n'est pas prêt, contrairement à celui des véhicules utilitaires, c'est bien cela? Il n'était peut-être pas prêt en janvier, mais bon, là, je peux vous rassurer que nous avons fait le travail. Il est prêt. Donc, concernant le véhicule touristique? Concernant le véhicule touristique et concernant les autres véhicules, donc il faut savoir quand même qu'il y a 2 activités qui ont été prévues. Donc l'activité de vente, de concession donc, automobile et la construction proprement dite. Donc la construction, ça nécessite quand même des engagements fermes, des engagements sérieux donc des constructeurs, ça nécessite également des investissements, ce n'est pas des investissements légers. Et puis ça demande aussi un petit environnement, donc on est en train d'essayer de créer ce... Vous anticipez un peu sur ma question prochaine, quels sont justement les garde-fous pour ne pas retomber dans les échecs, pour ne pas dire les dérives du passé et créer une véritable industrie? Justement, les garde-fous, c'est les négociations, c'est plutôt les garanties que donnent ces constructeurs. Donc nous, on sait au moins ce qu'on veut, on veut une industrie automobile réelle. Donc on veut
construire ou fabriquer des véhicules ici en Algérie, avec le maximum donc, de chaîne de valeur de cette filière, donc avec l'intégration aussi maximale que possible. Donc, et c'est un peu l'offre de ces constructeurs en matière d'intégration, en matière d'emploi, en matière d'investissement de manière générale, en matière de transfert de technologie. Est-ce que c'est l'offre ou c'est l'exigence de notre part? C'est le cahier des charges dont on parle. Le cahier de charges, il peut aller sur un certain nombre donc, de critères minima et de détails, mais on ne peut pas prendre tous les constructeurs qui existent sur le monde. Oui. Donc, ça serait vraiment négocier avec les meilleurs, négocier avec ceux qui font le plus de garanties justement à notre pays d'asseoir cette industrie automobile, de satisfaire le marché national. Le marché national reste quand même plus ou moins modeste. Donc, par rapport à un constructeur, donc, pour qu'il soit rentable pour un constructeur, il faut que ça demande des centaines de milliers de véhicules. Or, le nôtre, il est autour de 400 000 véhicules, tout type confondu. Donc d'où l'importance de faire de l'Algérie non pas simplement un marché local, mais une porte tout à fait. Sur le marché africain. C'est un peu le leitmotiv qu'on a tenu à ces constructeurs qui ne nous regardent plus comme un marché, donc qui ne nous considèrent plus comme un marché, plutôt qu'ils nous considèrent comme un lieu où ils peuvent donc asseoir ou monter des investissements avec un partenaire fiable, sérieux, donc qui a son poids donc sur la scène africaine et arabe, et puis on a plusieurs accords donc de libre-échange dans la zone arabe, la zone africaine, on a l'accord d'association avec l'Union européenne, donc lequel accord d'association, ça fait des atouts, donc la circulation des marchandises peut se faire dans les deux sens. Oui. Donc c'est un peu aussi des cartes qu'on peut, plutôt c'est un avantage anticipé pour le constructeur. On relève aussi dans le communiqué du Conseil des ministres cette phrase qui dit dans les plus brefs délais. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que ça va se faire dans les mois à venir? Raisonnablement. Hein? Le français est plus ou moins une langue qui est suffisamment... Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les plus brefs délais... Il faudra accélérer ce processus de mise en place de ces usines. Et c'est ce qu'on est en train donc d'essayer de faire pour répondre une fourchette non, je m'interdirais un peu d'aller dans la précision. Je n'aimerais pas que ces 4 matins, vous allez dire, M. Guinde nous a monté sur l'antenne. Non, mais est-ce qu'on peut parler des mois à venir où nous verrions des véhicules. un début je ne sais pas, des mois, des semaines, c'est peut-être un peu moins. Le communiqué était clair donc, dans les plus brefs délais, donc voilà. On ne peut pas être plus tranchant. Très bien. Alors, la nouvelle loi sur les investissements donne de nombreux privilèges aux investisseurs, mais avec la condition d'une augmentation tangible dans les taux d'intégration locale. Donc, on en parlait dans les voitures fabriquées en Algérie. Ce sera la base, c'est déjà la base donc des négociations avec ces constructeurs. La base des négociations. Oui, c'est aussi, c'est pas vraiment... C'est un atout, C'est un atout qu'on fait quand même valoir avec ces constructeurs. La nouvelle loi sur la promotion de l'investissement donne vraiment beaucoup d'avantages. Donc, pour peu qu'un projet soit structurant, c'est incitatif et justement l'industrie automobile peut se positionner dans dans ce type de projet, donc bénéficier de ces avantages. Alors il y a la volonté de porter la part de l'industrie dans le PIB à hauteur de 15%. Quels sont les indicateurs qui nous permettent de faire ces pronostics aujourd'hui? Les indicateurs, donc il faudra quand même voir la balance de paiement du pays qui est quand même, alhamdoulilah, maintenant. Oui. Il y a quand même un équilibre, donc elle est passée du négatif il y a une année à maintenant, on est sur une balance positive. Donc cela n'est pas venu du néant, donc il y a manifestement quelque chose, une valeur ajoutée qui a été créée donc, dans l'économie algérienne, particulièrement l'industrie qui permet justement
qui a permis plutôt de porter cette balance à l'équilibre. Et du coup, moi je dirais que c'est un fort indicateur. Donc peut-être qu'on ne va pas arriver jusqu'aux 15% donc prévu, mais on améliorera largement. Mais quels sont les autres indicateurs? À part la balance des paiements, il y a bien d'autres... Je dirais, cette balance de paiement, donc, il y a manifestement une part des exportations qui proviennent de l'industrie. Oui. Donc on a exporté du ciment, on a exporté des produits sidérurgiques. Alors je vous donne, la semaine dernière, on a été à la réunion de l'association arabe des fertilisants et discutant comme ça avec un chef d'une entreprise qui est dans les fertilisants. Il table sur $1 milliard d'exportation en 2022. Donc il m'a dit que cette année, alors je lui posais la question comment vont les affaires dans les fertilisants. Il m'a dit, alhamdoulilah, donc cette année on peut espérer $1 milliard. Donc c'est déjà la moitié de ce qu'on faisait il y a 3 ou 4 ans, donc comme exportation hydrocarbures. Ça pour une seule entreprise. Oui. Donc si on va voir toute la filière, voir les autres filières, par exemple la sidérurgie qui va peut-être boucler avec 1,5 milliard à 2 milliards. Donc tout ça, c'est des chiffres qu'on additionnerait sur l'apport de l'industrie dans le PIB. C'est encourageant. Alors des usines et des entreprises sont en attente des décisions de justice pour reprendre le travail, sans parler du lancement prochain de plus de 800 projets d'investissement dégelés à travers le travail du médiateur de la République. Quel impact tout cela peut avoir dans un court terme, si on peut, pour avoir une visibilité? Dans un court terme, déjà, il y aura de l'emploi pour beaucoup de monde, la création de l'emploi, la création de richesses, la réponse à un besoin en certains produits. Donc, tout à l'heure, vous avez été quand même un petit peu trop critique sur l'industrie en disant que jusque-là, on s'est contenté d'essayer de répondre à la consommation. Oui, la consommation est un préalable, il faut qu'on réponde à la consommation, mais ce qui a changé entre ce qui se faisait peut-être avant et maintenant, c'est qu'on répond à cette consommation avec peut-être une arrière-pensée maintenant, on répond au local et avec l'objectif d'exporter, l'objectif surtout de maîtriser les chaînes de valeur de nos produits, de nos filières, de sorte à en positionner une partie sur les chaînes de valeur internationales. Et je crois que c'est quand même un acquis, une réalité qu'on ne peut pas ignorer et qui fait que la pensée a un peu plus ou moins s'est développée par rapport en termes de volonté, vous voulez dire? En termes de volonté, en termes même de savoir-faire, en termes même d'action, donc dans la mesure où on est maintenant, par exemple, prenons donc dans la stratégie du ministère de l'Industrie qu'on a basé sur un certain nombre donc, de préalables, donc la diversification des produits industriels, et surtout le premier préalable, c'est la substitution aux importations. Donc quand on se met dans la peau de quelqu'un qui veut sans passer des importations, manifestement, on est obligé de mettre donc ça relance automatiquement l'appareil productif ça relance automatiquement l'appareil productif national, mais surtout ça relance plusieurs activités peut-être que jusque-là étaient marginalisées, ou les études, on parle par exemple de la conception d'appareils de production, de conception de machines, tout ça c'est des choses, bon, et les exemples existent. Sont concrets. Alors par exemple, moi je voudrais qu'on revienne par exemple sur l'industrie manufacturière. Elle représente moins de 4% du PIB contre 30% dans les années 80. Entre-temps, les outils de gestion des entreprises ont changé, mais pas les recours multiples, on le sait, aux aides de l'État pour les assainissements financiers des grandes entreprises. Qu'est-ce qui est prévu pour mettre fin à cette instabilité? Parce que certains mots proviennent de là, justement, et non pas seulement de la volonté de produire et de diversifier l'économie. Bon, si vous évoquez les années 70 et peut-être quelques années après... À titre comparatif. Les choses ont fondamentalement changé. Justement. Maintenant, vous avez là le plus gros de l'industrie, le plus gros
de l'entreprise, du tissu industriel, c'était des entreprises publiques. Donc maintenant, on a quand même vu le privé qui a investi donc le terrain, qui constitue une force donc de frappe de cette industrie qu'on ne peut pas ignorer et qui a justement permis de diversifier le tissu industriel national. Et vous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'industrie agroalimentaire où le privé excelle dans cette industrie. Et c'est une industrie qui sera probablement en mesure d'ailleurs, on en fait des exportations et ça serait en mesure de porter donc les chiffres donc à deux chiffres, donc à plus des exportations, des exportations et même de l'apport de l'industrie dans le PIB. Donc toutes les statistiques vont être chamboulées d'ici 1 à 2 années maximum. Mais par rapport aux outils de gestion des grandes entreprises publiques, les outils de gestion, donc j'y arrive. Oui. C'est vrai que la verticalité dans la gestion qui a été vécue un certain temps, bon, les choses maintenant ont changé. On a des conseils d'administration, on a des managers qui sont choisis sur la base de la contenance d'un CV. Mais il y a aussi cette forme de gouvernance qu'on essaye donc de mettre en place au ministère de l'Industrie, en négociant un peu le recrutement de ces managers sur la base de contrats de performance. Donc on fixe des objectifs, on fixe des moyens pour... C'est ça qui a véritablement changé. Donc il y a un contrat de performance, il y a des objectifs à atteindre. Et là, on a déjà au ministère de l'Industrie, pour le secteur public, lancé des audits pour certaines entreprises pour voir où ça ne fonctionne pas. Et effectivement, les contrats de performance seront un outil donc de gouvernance qui, à notre sens, va améliorer le rendement, les performances de ces entreprises publiques, des managers et des entreprises publiques en particulier. La création de fonds d'investissement dans les wilayas chargés de participer au capital des petites et moyennes entreprises avec hausse du seuil, et c'est le Premier ministre qui l'avait annoncé d'ailleurs, hausse du seuil de participation dans le capital à 150 millions de dinars. Comment cela peut impacter l'investissement local aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres sur ce que cela a permis de faire? Du moment que c'est quand même une mesure qui vient d'être annoncée, donc pour avoir un bilan, il faudra un certain temps, mais ce qui est certain, c'est que c'est une mesure qui va libérer les énergies au niveau local. Ça va permettre donc à tous les projets qui végétaient donc dans les tiroirs des jeunes ou dans leur esprit de voir le jour, et manifestement, ça va avoir un impact donc sur le développement local notable. Ça va permettre de créer de la richesse dans les territoires donc de l'intérieur du pays, et ça va manifestement donner de l'élan à beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qu'on attend d'une telle mesure? Il y a forcément des pronostics sur une augmentation sensible de l'investissement local. Par région, ne serait-ce que par rapport à certaines vocations. L'impact, c'est densifier effectivement densifier le tissu des PME aussi densément que possible, donc par wilaya ou par région. Et de là à l'autre, donc on aura plus d'emplois, plus de richesses, et manifestement plus tard plus d'impôts, plus de fiscalité qui va donc plus de financer aussi, de financement, c'est une source de financement pour les. C'est-à-dire que là, on aura un cycle, on aura créé un cercle vertueux qui va, j'espère, donc permettre à tout le monde de tirer son épingle du jeu. On revient à la nouvelle loi sur l'investissement avec l'installation prochaine de toutes les structures donc du dispositif d'investissement, notamment l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, ses guichets uniques, donc le guichet des grands investissements et des investissements étrangers, ainsi que les guichets uniques décentralisés au niveau des wilayas. Quand est-ce que cela sera effectif réellement pour les promoteurs économiques? En tous les cas, ce qui est de la partie législative et réglementaire, le travail a été fait, comme vous l'avez constaté. Donc, alhamdoulilah, donc le pari
où le défi a été relevé par les cadres du ministère du Commerce et donc de tous les acteurs qui ont été mis à contribution pour cela. Pour le reste, effectivement, c'est une affaire donc aussi, ces agences-là sont, pour la plupart, c'est un changement de statut ou un changement de forme, un changement de nom. Donc, il y a une bonne partie qui existe, donc, et ça ne saurait tarder. Donc, pour le démarrage effectif donc des activités de ces agences, pour justement l'accompagnement de l'investisseur, pour la mise en place donc de cet écosystème donc favorable à l'investissement et encourageant l'investissement. Alors il s'agit aussi de favoriser les investissements étrangers qui ont stagné autour des 2 milliards de dollars depuis pratiquement 2012. Quels sont les principaux avantages en direction des IDE ou les principales incitations économiques? Elles sont nombreuses. Donc, principalement, c'est que d'abord, il y a la garantie donc, de la protection de l'investissement, il y a la garantie de transférer les dividendes, de transférer donc, le bénéfice, il y a la garantie en cas de cessation donc, de récupérer ce qui a été avancé dans le capital investi, il y a le guichet unique pour les grands investissements étrangers qui donc va permettre un accompagnement personnalisé jusqu'à la réalisation. Il y a aussi la possibilité donc d'inscrire dans le capital investi tout ce qui est participation en nature, tout ce qui est bien d'équipement qu'on a importé avec soi, surtout si elles sont neufs, donc on peut les comptabiliser dans le capital social. Et puis il y a les avantages qui sont liés à la nature du projet, donc à la nature de l'investissement. Est-ce que c'est un investissement ou un projet structurant? Donc il y a un certain nombre d'avantages. Donc et ça, c'est IDE ou investisseurs nationaux, c'est un peu les mêmes avantages. Il y a les avantages liés aux zones. Donc on les fait dans des zones que l'État veut promouvoir. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'avantages. Donc ils sont nombreux, mais certains experts disent que cette loi sur les investissements ne sera pas efficiente sans des dispositifs et d'outils modernes en matière de management, de pilotage, d'audit et de contrôle de finances publiques, sans oublier la réforme du système fiscal. Oui, toutes les lois, tous les textes qui sont là, on se donne donc un mal fou à les concevoir de la manière la meilleure possible, mais effectivement, ils ne valent que par leurs applications, par l'application sur le terrain. Donc on a essayé quand même dans la conception de ces textes effectivement d'anticiper sur leur applicabilité. Donc, à notre sens, nous avons produit des textes qui sont les plus applicables possibles, mais effectivement, il faut que ces textes-là soient accompagnés sur le terrain par ces agences-là, donc ces acteurs qui vont prendre en charge la lourde tâche de la promotion de l'investissement. Et ces acteurs-là, on doit les doter de moyens, on doit les doter d'équipements, on doit les doter de procédures, de méthodes de travail, effectivement, qui seront... On ne va pas créer quelque chose de nouveau, donc on a des expériences ça et là qui ont bien fonctionné, donc on s'en inspire. Et effectivement, il y a cet aspect-là maintenant de numérisation, oui. Donc tout ce qui est digital, il est plus ou moins... facile à mettre en pratique. Ça garantit la transparence, ça garantit la traçabilité, ça garantit la diligence dans le traitement. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont prévues. D'ailleurs, on a déjà une plateforme qui a été fournie, qui est prête, donc celle de l'investisseur. Est-ce que nous avons les compétences, Monsieur Elgen? Écoutez, les compétences, on en a. Et les compétences, ça se crée, ça se forme, ça s'améliore. Donc, on est compétent aujourd'hui au jour J pour quelque chose, donc pour un environnement, pour un certain nombre de détails. À J plus delta, on doit acquérir cette compétence qui convient à répondre à ce delta. Donc,
Alors, une dernière question sur peut-être les pôles économiques identifiés. Et beaucoup d'observateurs plaident pour aller vers ces pôles comme créateurs de richesse. On a le pôle de l'agriculture, le pôle minier. Ce sont des pôles identifiés qui peuvent porter aujourd'hui l'économie nationale et assez rapidement d'ailleurs. Tout à l'heure, je parlais de substitution des importations. Donc, vous avez parlé du fait qu'on importait tout pour un peu... Presque tout, je n'ai pas dit tout. Presque tout. Donc tous ces pôles, comme vous dites, et chez nous, on utilise plutôt le vocable filière industrielle. Oui. Tout est matière à développer, tout est matière, tout est source à richesse, tout est source à production d'une valeur ajoutée. Donc, et là, comme on a des préalables donc, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, de sécurité donc, politique oui. Aussi, donc toutes les filières sont appelées à faire un effort pour justement... Donc il n'y a pas de pôle plus prioritaire sur peut-être, filières. certes, on a, disons qu'on a donné priorité aux filières qui sont déjà matures, aux filières qui sont déjà... Il y a possibilité, donc, ou potentiel exportation qui est là. Et comme plutôt des filières qui sont déjà bénéficiées d'un grand niveau de maturité et d'organisation, oui. Mais ça n'empêche pas, ou plutôt ça ne fait pas la passe sur d'autres filières qui sont qu'il faut développer, évidemment. Prenez par exemple, vous avez cité le secteur minier, oui. Bon, il a été à un certain moment au ministère de l'Industrie, donc on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, il est sous l'égide d'un autre secteur. Mais ça reste effectivement un secteur potentiellement producteur de richesse. Donc, et c'est directement lié au développement d'autres industries minières. Prenez uniquement deux produits, le fer par exemple. Oui. Donc c'est toute l'industrie sidérurgique qui en dépend. Et du coup, c'est l'industrie donc, métallurgique qui va avoir son essor, et cette industrie-là, ça va alimenter d'autres industries, l'industrie mécanique en particulier. Oui. Si on veut créer justement, asseoir une véritable industrie automobile, en plus effectivement du savoir-faire, en plus d'un réseau ou d'un tissu de sous-traitants qu'il faut avoir, des matières premières apportées de la main et qui sont donc à des coûts concurrentiels, oui, sont les bienvenus. Prenez, ça c'est à l'ouest du pays, donc avec Garage Billet. À l'est du pays, si on prend Bled Hedba, donc avec le projet de phosphate oui, intégré, c'est aussi une autre opportunité de développer un certain nombre de produits donc, qui vont alimenter d'autres chaînes de valeur. Donc, oui, on ne peut pas s'en passer de fertilisants donc, dans l'agriculture. Laquelle agriculture est appelée à faire des efforts, donc, notamment sur tout ce qui est céréalier. Le président de la République a fixé aussi des objectifs en la matière. Oui. Donc, si on a 30 millions d'hectares, on arrive au bas mot à 30 hectares, plutôt à 30 quintals par hectare pour avoir les... C'est facile, c'est de l'arithmétique. Donc, oui, c'est les 90 millions de tonnes. La quantité que nous importons annuellement. Voilà, et c'est 2 milliards de dollars d'économiser, donc de récupérer de la balance commerciale. Monsieur Elgend, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général du développement de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.